Ouais. Voilà. Donc, si tu as quelque chose sinon, hier, Laurent Blanc il dit qu'il compte sur lui, qu'il va réintégrer dans l'effectif, mais où s'en est vraiment? Alors, je ne sais pas si tu as lu le papier sur RMC Sport, on en avait parlé ces derniers jours. Et Jérémy Ménez a eu cette attitude le jour du match opposant le Paris Saint-Germain et Benfica. Il a jeté sa chasuble juste devant le banc de Parisien. En fait, Jérémy Ménez ressent un profond malaise actuellement au Paris Saint-Germain. En fait, les informations qu'on a données, notamment à l'antenne, c'est que lui a l'impression qu'il y a des passe-droits qui sont accordés au club, notamment avec Javier Pastore et Lucas. Après, deuxièmement, les relations entre Laurent Blanc et lui sont assez froides depuis l'Euro. Et je ne sais pas si vous avez suivi la conférence de presse hier de Laurent Blanc. Quand il parle de Jérémy Ménez, c'est assez bref, quoi. Donc voilà. Donc normalement, il devrait jouer ce soir. Mais leurs relations sont assez difficiles et malgré les déclarations positives publiques, on va dire, des dirigeants parisiens, à l'intérieur du club, on verrait d'un bon œil le départ de Jérémy Ménez. Il ne faut pas oublier, il est libre en juin 2014, dans 8 mois. Donc dans 8 mois, dès janvier, le 1er janvier 2014, il est libre de signer où il veut. Actuellement, il a 3 clubs qui sont vraiment intéressés. C'est Monaco, avec qui il y a des contacts très très concrets, notamment entre Jérémy Ménez et Ranieri, parce que les deux s'apprécient. On n'est pas passé dans une phase contractuelle, mais on est passé dans une phase un peu de charme, on va dire, où Ranieri et Ménez se parlent, et ils se parlent depuis longtemps. Il y a la Juventus qui est intéressée par Jérémy Ménez, parce que Fabio Paratici, le coordinateur sportif, apprécie beaucoup le joueur. Et il y a Milan qui cherche les bonnes affaires parce que financièrement ils vont pas très bien. Et donc voilà, il a vu que Silva a prolongé, il a vu qu'Ibra a prolongé, il a vu que Verratti a prolongé, et lui qu'il n'y a toujours pas de discussion, donc ça lui fait un peu mal. Et il a l'impression qu'on lui fait payer ça, mais Jérémy Ménez, on est tout près, on va dire, d'un divorce naturel, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a plus que 8 mois de contrat. Aujourd'hui, Paris ne lui fait rien, et donc on se dirige plutôt vers un départ, à moins d'un retournement de situation, notamment entre les relations entre lui et Laurent Blanc. Et quelque part, aujourd'hui, il est plus en position. Comment? Quelque part, pour son attitude, il est plus en position. Ouais, il était en position de force et t'es au courant que voilà, il a vu partir Bodmer, il a vu partir Sissoko, il a vu partir Simarman, donc il fait partie, et il a vu partir Mamadou Sakho. Ce groupe de joueurs un peu français, ils n'ont pas trop accepté la concurrence l'année dernière, et c'est ce que dit un peu en off certains proches du club, c'est que ces mecs-là n'ont pas accepté la concurrence et ont fait preuve parfois de manque de professionnalisme. Moi j'ai parlé avec Angelo Castellati, on l'avait diffusé sur RMC, qui m'avait dit Jérémy Ménez ne veut pas être le numéro 1. Donc aujourd'hui il s'est mis un peu dans cette situation un peu tout seul, mais le club n'a pas aussi montré des signes, des preuves d'amour incroyables à Jérémy Ménez, quoi. Mais il y avait que Carlo Ancelotti l'année dernière, quoi. Comment? Il n'y avait que Carlo Ancelotti l'année dernière qui a fixé une certaine affection. Ouais, et en fait, tout le staff est d'accord pour dire un truc. Jérémy Ménez a des qualités intrinsèques incroyables. Jérémy Ménez, enfin je l'espère pour lui vraiment, je le dis sincèrement, et j'espère qu'il peut encore le devenir un très grand joueur. Après, il a un comportement qui n'est pas parfait, et il a des attitudes de joueur. Voilà, il accepte pas qu'on puisse s'entraîner pendant 25 minutes et qu'au dernier moment Lucas rentre. Des injustices dans le foot, si on peut dire ça, c'est une injustice, c'est même pas une injustice, c'est un choix du coach. Des choix du coach dans le foot, il faut les accepter. Et voilà, ça nous est arrivé, je sais pas si vous avez joué au foot vous, mais ça nous est arrivé tous le samedi matin que le coach ne nous fasse pas rentrer. On n'est pas content, mais lorsqu'on est footballeur professionnel au Paris Saint-Germain, qu'on est sur Canal+, qu'on est sur RMC, que les journalistes de RMC te regardent, que les journalistes de Canal te regardent, on doit faire preuve d'un certain professionnalisme. Et là, on n'a pas toujours fait preuve, quoi. Et toi, tu penses qu'avec Laurent Blanc, il lui fait payer le match contre l'Espagne Non, je n'irai pas jusque-là, mais je pense pas qu'il lui fait payer le match contre l'Espagne. Par contre, depuis l'Euro, leurs relations sont assez froides. C'est-à-dire que les deux, si tu as vu hier la conférence de presse, oui, Laurent Blanc dit à un moment un truc très très intéressant. C'est vraiment intéressant, il est sur la méthode Laurent Blanc. Il dit en fait, j'ai changé,
j'ai appris à prendre un peu plus de recul et j'ai appris à mieux gérer les situations chaudes. Vous vous rappelez tous de ce match après la Suède où on perd et en fait le vestiaire de l'équipe de France part en vrille et voilà, il y a certaines attitudes de joueurs comme Sarmi Nasri, comme Jérémy Ménez, comme Matem Benarfa qui ont été qui ont été mal vus dans le vestiaire et Laurent Bord a pas apprécié l'attitude de certains joueurs et donc aujourd'hui un jour quand on vous fait une crasse dans la vie, lorsqu'un pote vous fait une crasse, même s'il s'excuse et il redevient un nouveau pote, la relation sera toujours un peu froide, plus la même, on va dire, qu'avant. Et donc aujourd'hui, c'est le cas entre Laurent Blanc et Jérémy Ménez. Très bien. Et tu penses que c'est pas un gâchis quand même, comme c'est un joueur français C'est un énorme gâchis. C'est un joueur qui, je sais pas si vous vous rappelez Jérémy Ménez à Sochaux, Jérémy Ménez à Monaco, Jérémy Ménez à La Roma. Jérémy Ménez sur un match. Faut pas oublier que c'est lui qui a mis le but du titre à Lyon. Jérémy Ménez La sur un base match virale VPS a été mise à jour. On le montre dans toutes les télés du monde. C'est peut-être bête de dire ça, mais si c'est Messi qui le met, on en parle en Argentine, en Amérique du Sud, en Océanie, en Afrique. Donc voilà. Mais intrinsèquement, il a des qualités incroyables. C'est vraiment, pour l'avoir vu souvent à l'entraînement, c'est vraiment un joueur qui a un toucher de balle, a une vision du jeu, a une vista, a une vitesse, une percussion impressionnante, une qualité de dribble. Par contre, le talent sans travail, je dis pas qu'il travaille pas, mais attention, mais le talent, c'est une généralité, le talent sans travail, ça marche pas. Et le talent, si on n'a pas de professionnalisme, ça suffit pas. Donc aujourd'hui, un grand joueur de foot, c'est quelqu'un qui a le talent et qui a le professionnalisme. Jérémy Ménez a un certain professionnalisme, mais parfois, il n'accepte pas certaines choses et il ne devrait pas. Voilà. Il a un peu un comportement, on peut dire, un peu enfantin. Enfantin, je sais pas, je dirais pas jusque-là, il a le comportement d'un joueur qui, pour lui, il a l'impression de vivre des injustices. Parfois, je sais pas si vous êtes, vous travaillez, parfois votre patron vous parlera à un de vos collègues, il donnera un petit compliment, et parfois, on n'accepte pas ça. Pourtant, on n'est pas là à crier sur tous les toits, mais eux, c'est des footballeurs, ils sont beaucoup plus exposés que nous, et dès qu'ils font une connerie, dès qu'ils traversent en dehors du passage clouté, on le voit. Et lui, il a un comportement qui est parfois, le fait qu'il jette sa chasuble devant le banc parisien, devant toutes les télés, c'est peut-être enfantin. D'accord. Ça rappelle un peu le geste de Kiesman. Ouais, sauf que Kiesman, il avait quand même tout le public du parc contre lui, alors que Jérémy Ménez, c'est quand même un titi c'est pas un titi parisien, parce qu'il a quand même, c'est quelqu'un qui est Vitry-sur-Seine, qui est de la région parisienne, qui adore le PSG, ça, c'est une chose qu'on peut pas lui enlever. Et ça aussi, ça participe à ça. Ça participe peut-être au malaise, ça participe au fait qu'il accepte pas les injustices. Quand il rentrait pas à Sochaux, quand il rentrait pas à Monaco, quand il rentrait pas à l'AS Roma, ça le faisait chier. Mais là, il rentre pas dans le club qu'il adore, le club qui l'a fait rêver quand il était gamin. Jérémy Ménez, c'est vraiment un supporter du PSG, ça on peut pas lui enlever. Comme Clément Chantôme, comme Mamadou Sakho, Ménez, c'est vraiment quelqu'un du cru parisien, quoi. Adrien Rabiot aujourd'hui. Comme Adrien Rabiot aujourd'hui. Voilà. Autre sujet, est-ce que vous avez travaillé vous sur le dossier Pastore? Oui, bien sûr, parce qu'on travaille, je travaille surtout sur le PSG. Ravier, comme dirait Laurent Blanc, Ravier est dans une situation difficile. Il est en manque de confiance totale. C'est pas facile pour lui. Après, il y a autre chose, c'est qu'on en parle peu. En tout cas, les spécialistes du football en parlent peu. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je pense pas qu'il joue à son poste. Voilà, Ravier est quelqu'un qui tourne autour de l'attaquant, qui est plutôt un faux 10. C'est comme ça qu'il joue à Palerme avec Cavani, qui joue un peu à une vingtaine de mètres, ou surtout une dizaine de mètres du 9, quoi. Il joue en sorte de 10 un peu électron libre. Et aujourd'hui, c'est pas le poste que Carlo Ancelotti lui donnait, et c'est pas le poste que Laurent Blanc lui donne aujourd'hui, donc c'est pas facile pour lui. Mais après, s'il retrouve la confiance, pour moi, je trouve que Javier Pastore, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve que c'est un joueur qui a des qualités, incroyables. Il a une vision du jeu sur une passe. En fait, Pastore est le seul joueur au PSG, avec Marco Verratti un peu dans un autre cadre, mais à pouvoir faire la dernière passe
la dernière passe qui va illuminer le jeu. Oui, C'est vrai, il court pas. C'est vrai, il court pas. C'est vrai, il est pas là sur les tâches défensives. Mais au niveau de la dernière passe, de la vista, de la vue, du départ, en fait, quand il voit partir Cavani, quand il voit partir Ibra, il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux, franchement. Après, aujourd'hui, il a un manque de confiance totale. Il est parti se reposer 5 jours en Argentine, a été voir son club quand il était gamin de Talleres. Voilà, faut lui laisser du temps. C'est un joueur qui a beaucoup souffert de la pression autour du montant de son transfert, etc. Faut pas oublier que dès qu'il arrive à Paris, Comboré ne le faisait pas jouer à ce poste-là. Voilà, faut lui laisser du temps et il faut peut-être qu'à un moment, comme a dit Laurent Blanc, son poste, peut-être dans le milieu à 4-3-3, peut-être une sorte de faux 8 qui est un peu plus haut que les deux autres milieux défensifs, ça peut être pas mal. Faut lui laisser, aujourd'hui, il faut lui laisser une liberté créative, ce qu'il n'a pas actuellement à Paris et ce qu'il n'a pas avec le public du Parc, qui en a fait d'un demi-dieu quand il est arrivé aujourd'hui à un joueur qui est sifflé et qui est eu quand il rentre ou quand il ressort, quoi. Après, il faut comprendre la situation. On l'a payé 42 millions. Il y a juste les premiers mois où il a été bon. Et c'est surtout son attitude sur le terrain. Je pense que s'il battait et qu'on verrait vraiment un joueur qui essaye de s'en sortir, le Parc des Princes ne réagirait pas pareil. Ah, est-ce que tu trouves que Mesut Özil se bat avec Arsenal ou avec le Real Madrid avant? Est-ce que tu trouves que je sais pas, que Toni Kroos au Bayern Munich se bat? Est-ce que tu trouves que à Chelsea Oscar se bat? C'est pas des joueurs c'est des joueurs qui sont là pour créer le jeu, qui sont pas là pour les tâches défensives. Normalement, Pastore devrait être avec les trois joueurs, l'un des trois joueurs offensifs qui n'a pas à défendre. Aujourd'hui, Pastore, c'est pas son jeu. À Palerme, il ne défendait pas. À Palerme, il ne défendait pas. Il gérait la relance. Aujourd'hui, on lui demande. À Paris, on a toujours aimé, un peu comme à Marseille, on a toujours aimé les mecs qui sont des battants, qui se battent sur chaque ballon, qui courent sur chaque ballon. Ça a été le cas de Rai qui courait, qui faisait toute la ligne entre la ligne de touche et 6 mètres. Il allait sur tous les ballons. Ça a été le cas de Marco Simone qui se battait sur tous les ballons. Voilà, c'est le cas de certains joueurs de Paoletta qui rechignaient pas à revenir défendre au milieu de terrain. Et si on se faisait un peu d'argent? Pas de souci. Mais aujourd'hui, Pastore, c'est pas son demande. On lui demande pas de défendre. Et le public du Parc ne l'accepte pas. Et voilà. Et donc c'est comme, c'est un peu comme le cas, à Marseille de certains joueurs qui n'ont pas forcément réussi parce qu'on leur demandait de défendre et ils n'ont pas forcément défendu, quoi. Et si tu regardes bien les grands clubs européens, ils ont toujours un joueur qui est une sorte d'électron libre, qui est une sorte de Mesut Özil, qui est à Arsenal. Mesut Özil ne défend pas. Il a derrière des gens qui sont là pour défendre pour lui. Toni Kroos au Bayern quand il joue, voilà un peu. Ces joueurs-là, après j'en ai pas d'autres en tête, mais c'est des joueurs qui jouent un peu en 10 et qui font ce qu'ils veulent sur le terrain. Non, ça se défend. Maintenant, je parlais de Lucas. Ouais. Lucas, on a l'impression qu'il a perdu, je sais pas, sa confiance ou je sais pas, il y a quelque chose et je sais pas ce qui se passe. Bah, Lucas, déjà il souffre d'un truc, c'est qu'au Brésil, comme l'a dit Juninho sur RMC dans Louis s'attaque, voilà, le Luis Felipe Scolari lui fait pas mal de misère. Et ça c'est pas simple pour lui, il le vit assez mal, sa position de il veut surtout pas rater la Coupe du Monde au Brésil. Et après le truc c'est que Lucas souffre d'un truc. Lucas dans le système de jeu de Laurent Blanc, il pourrait être extraordinaire. Parce que ça serait le milieu sur le côté un peu à la Lavezzi. Si vous faites Lavezzi avec Lucas sur l'autre pendant Lavezzi avec Bouche, et comment? S'il reste sur sa ligne, parce qu'il pique dans l'axe, il n'est pas intéressant. Ouais, mais Lucas, si tu verras, et si tu regardes bien les matchs du PSG, il ne repique jamais dans l'axe quand il n'a pas le ballon. Il pique dans l'axe quand il a le ballon. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc en fait, Lucas, c'est un problème, c'est que son jeu, et ça, c'est un travail que doit faire Laurent Blanc avec lui et le staff du PSG. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le jeu de Lucas est stéréotypé. C'est-à-dire qu'en gros, il fait toujours le même crochet. On sait à quel moment il va faire le même crochet, on sait qu'il va repiquer dans l'axe. Sauf que sur sa vitesse, même si c'est stéréotypé, il a quand même éliminé 3-4 joueurs déjà. Donc c'est un joueur qui a du feu dans les jambes. Lucas, il souffre d'un truc. Il souffre du fait que il aura un peu plus de mal à jouer sur le côté gauche. Et surtout,
qu'il y a dans l'équipe du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani. Et vu que Laurent Blanc ne peut pas mettre un des deux sur le banc, il met qui? Il met Lucas. Voilà. Ouais, c'est compréhensible quand même. Mais excusez-moi, moi j'ai une question concernant les deux derniers joueurs que tu as cités là. Comment tu expliques que Lucas et Pastore, quand ils sont arrivés, ils ont tout arraché. Et au fil du temps, leurs prestations, ça a descendu, quoi. Alors, je pense que tu es un peu plus dur avec Pastore parce qu'il a quand même fait 7 bons mois. Ça sera dans une moindre mesure. Ouais, que Lucas. Ouais, voilà. Sauf que Lucas, alors déjà, on va pas comparer les défenses françaises avec les défenses brésiliennes, parce que c'est comme comparer, franchement, limite une Opel Corsa avec une Porsche. La défense brésilienne, ça joue, il n'y a pas de défenseur, quoi, c'est des plots. Après, je regardais pas mal les matchs de Lucas parce que je voulais pas être un mec qui la regardait que sur YouTube. Et les défenseurs gauche et les défenseurs droit au Brésil, c'est limite des ailiers. Donc après, Lucas, il est dans un moment un peu plus dans le dur. Mais pourquoi? Parce que Laurent Blanc ne le fait pas jouer, surtout parce qu'il ne joue pas. Il ne joue pas comme les entrées qu'il a effectuées avec le PSG, elles n'étaient pas dégueulasses non plus. Il faut lui laisser du temps. Aujourd'hui, Pastore, pour moi, la situation est un peu plus difficile pour Pastore parce qu'il a un vrai problème de confiance. Il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Ok, pas de souci. Et en plus, il n'a pas sa place dans le système de jeu actuel de Laurent Blanc, sauf s'il le fait jouer en troisième milieu avec Mota et Verratti. Sauf qu'il n'y a plus de défenseurs, ou avec Mota, Matuidi, ou Verratti, Matuidi. Aujourd'hui, Lucas, il y a un vrai truc à faire, parce que c'est lui qui doit être milieu offensif. Sauf qu'en fait, Laurent Blanc ne peut pas jouer comme ça actuellement, parce qu'il met Edinson Cavani, parce qu'il ne peut pas mettre Cavani sur le banc. Sauf que Lucas, laissons-lui du temps, laissons-le revenir, et surtout, juste un truc tout simple, il faut qu'il joue. Aujourd'hui, il ne joue pas. On ne va pas critiquer quelqu'un sur le fait Lucas, il est dans le dur parce qu'il ne joue pas, surtout. L'entrée qu'il a fait contre Marseille, sur 3-4 actions, on a vu qu'il y avait du feu dans les jambes. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer parce que Laurent Blanc ne peut pas mettre Edinson Cavani sur le banc. Donc il peut être intéressant à voir cet après-midi avec le 4-4-2 qui nous prépare. Normalement. Là, je vois pas le 4-3-3 moi personnellement. Comment? Je vois pas le 4-3-3, moi je vois le 4-4-2. Écoute, on va attendre dans quelques minutes la compo, en tout cas la compo probable du PSG. Elle donne l'impression vraiment d'une sorte de 4-4-2 avec Lavezzi et Ménez sur les côtés et les deux pointes. Sauf ça serait le profil rêvé parce que quand tu joues basket, t'as pas besoin de 3 milieux récupérateurs, t'as pas besoin de 2 milieux qui récupèrent les ballons. Sauf que faut voir si. Comment? Ça a fait l'occasion de tester le système, de toute façon on va retrouver après Cavani en pointe, on l'a vu contre l'Uruguay, quand il est en pointe, ça donne quelque chose d'intéressant. Moi j'ai regardé le match de Cavani, il a été inquiétant. Ouais. Écoute, le truc c'est que on va regarder le système de jeu de Laurent Blanc cet après-midi contre Bastia. Sauf, après, s'il reste dans son système habituel où il fait jouer Lavezzi à gauche, Ménez en une sorte de faux 10 il va avoir une sorte de faux 10 avec Ménez sur un côté et Cavani en pointe, ça peut être aussi un autre système. Comme le dit si bien Laurent Blanc, il faut jamais être prisonnier d'un système de jeu. Jamais prisonnier d'un système de jeu. Après, moi je pense que ce match va être vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas Mota Verratti. Voilà. Donc, comment? C'est ça que j'allais te dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas Mota et Verratti. Ouais, donc voilà, donc on va voir ce que ça donne. On va voir déjà, on va passer à la. Comment? On va Rabiot aussi sur un match, parce que je pense que ça sera sa première titularisation, je pense. Non, je suis pas sûr que ça soit sa première titularisation. Je crois il était titulaire contre Toulouse. Ah oui. Ouais, il faut voir. Il faut voir surtout comment le Laurent Blanc va appliquer son système. Et comme il le dit si bien, il est jamais prisonnier de son système de jeu. Donc là, je pense que ça va être un match très intéressant. Je pense qu'il faut le regarder ce match puisque en gros, il va jouer dans une sorte de 4-4-2
si vraiment son équipe est intéressante, quoi. Je veux bien jouer comme ça avec soit c'est un 4-4-2 avec vraiment 2 pointes, en espérant qu'Ibra et pour le PSG que Ibra et Cavani ne se marchent pas dessus, soit il joue avec un faux 10 qui est Ibra, quoi. Ouais, c'est vrai, ça peut être intéressant. Voilà. Florian, tu as sûrement des questions pour notre invité? Oui, alors j'aimerais revenir sur le cas Rabiot. Tu as lu sa déclaration? Ouais, j'ai lu son entretien dans le Parisien ce matin. Donc on est d'accord. Moi, ce que j'ai compris, c'est que s'il y a un nouveau milieu qui arrive, il y part. C'est difficile pour un joueur. Alors imagine, moi j'aime bien faire des comparaisons, Alors imaginons Florian, tu joues, je sais pas, t'es originaire de quelle ville, tu joues dans ton club et t'es un milieu qui grandit, qui veut faire de belles choses avec ton club parce que c'est ton club, et tu vois arriver deux autres milieux de terrain et on te dit bah écoute, on va peut-être ramener un autre milieu de terrain. Tu vois, tu vas pas l'accepter. Aujourd'hui, Rabiot, il revient de 6 bons mois. Il revient quand même de 6 bons mois avec Toulouse. Il a quand même fait de belles choses. Aujourd'hui, il a envie d'avoir plus de temps de jeu. Et s'il ne peut pas l'avoir avec le PSG, il vient ailleurs. Donc, c'est compliqué pour lui. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Comment? Moi, je trouve qu'il est bien encadré. On pensait que sa mère, ça allait être quelqu'un comment dire, d'influent et qui pouvait lui tourner la tête, mais en fin de compte, je vois qu'il est bien encadré, moi, parce que on voit dans ses déclarations, on voit dans ses choix, on aurait pu penser que c'était un joueur qui comment dire, disait que voilà, j'ai ma chance à Paris ou j'ai pas ma chance à Paris, et moi je trouve que c'est quelqu'un de très très intelligent. Ouais, c'est quelqu'un d'intelligent parce que tu l'as dit, il est bien encadré de 1. Mais de 2 surtout, c'est quelqu'un, lui, qui a un bon gamin, qui a la tête sur les épaules et qui est vraiment quelqu'un d'intelligent, qui a du recul sur lui. C'est bien, comme je dis, c'est rafraîchissant limite d'avoir des gamins dans le foot qui ont la tête sur les épaules, qui montrent autre chose. Ça change, ça change de beaucoup. Aujourd'hui. On peut y ajouter Uganda et Coman aussi. Ouais, on va attendre de les voir, un peu plus jouer avant de Rabiot quand même beaucoup plus prouvé que Uganda et Coman, même si Uganda, Kingsley et Erwin sont des très bons joueurs, il n'y a aucun souci. Coman a fait une trêve internationale, je ne sais pas si tu as vu. Comment? Coman, il a fait une très belle trêve internationale avec les U18. Écoute, je vais pas te mentir, je n'ai pas vu le match des U18. J'ai vu les espoirs et j'ai vu l'équipe de France et j'ai même regardé les moins 19. Mais j'ai pas vu les U18. Je suis là. C'est pas grave. Là, t'es un peu trop pointillé pour moi, là, en fait, surtout. C'est mon travail. Là, les U18, par contre, non, j'ai pas vu. Non, il a juste provoqué un penalty et il a marqué. Et c'est un joueur qui a aussi la tête sur ses épaules. Il a fait une interview dans le Populaire, qui est un régional. Et pareil, il a dit voilà, la porte n'allait pas fermer aux jeunes, mais on aura notre chance. Mais voilà, il a posé aussi une bonne interview intéressante. Écoute, je vais parler. Les deux, je les connais un peu. Kingsley, c'est un joueur qui est ultra timide, c'est vraiment quelqu'un de sympathique, mais il est assez introverti, timide, et il peut faire j'espère pour lui, il peut faire de très très belles choses. Et Erwin, c'est quelqu'un qui est un peu plus, un peu plus extraverti, qui est un peu plus sûr de lui. Les deux ont beaucoup de choses encore à prouver. Ils ont rien fait encore. Et c'est pour ça que pour moi on ne peut pas comparer Rabiot et Coman parce que Rabiot a quand même 6 mois de Ligue 1 avec Toulouse, ce que n'a pas Uganda. Uganda a un petit peu plus que Coman, mais Uganda a juste une belle préparation avec le PSG, une très belle préparation. Je l'ai vu sur plusieurs entraînements, en plus c'est très très bien. Mais sauf qu'on ne peut pas comparer l'expérience qu'a acquis sur Rabiot en 6 mois avec Toulouse, où il a beaucoup joué. Il a beaucoup joué à 17-18 ans, quoi. C'est super, quoi. C'est super pour lui.
Mais on peut pas envisager un prêt vu qu'on n'a pas beaucoup d'attaquants. Envisager un prêt qui? De Oganda si ça venait à arriver cet hiver. Ah bien sûr, je pense que Paris est dans sa logique de formation actuellement et fait du très bon travail parce que c'est pas n'importe quel club qui pourrait sortir un joueur qui peut prétendre à 3-4 minutes ou 5 minutes de jeu dès l'âge de 18 ans, faut pas l'oublier. Il y a le Barça, ok, il y a le Real avec Ressé et des joueurs comme Nacho ou Montréal, Ressé ou Morata, pardon, surtout. Mais j'ai pas l'impression que Chelsea sort un joueur ou 2-3 joueurs par an qui peuvent prétendre à quelques minutes de jeu. J'ai pas l'impression que ce soit le cas d'autres grands clubs, enfin beaucoup de clubs. Aujourd'hui, Paris a mis l'accent sur la formation et Rabiot, Coman, à titre d'exemple Sako, Clément Chantôme, c'est pas mal quoi. Il faut que ça continue, mais c'est pas mal. Et autre chose qu'on peut souligner aussi, moi je pense que c'est que on a bien réussi quand même mais l'absence de Thiago Silva. Parce que je me souviens que quand il s'est blessé contre Monaco, je pense qu'on était tous, moi promis dans le Parc des Princes, à trembler quoi, sachant toutes les échéances qu'on a eues. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on s'en est bien sorti et c'est quand même à souligner, mais sachant qu'il va revenir très très rapidement, puisqu'il accélère en ce moment. Il est attendu pour le 1er novembre, si je ne me trompe pas, contre Lorient au Parc des Princes. Il est espéré pour ce match-là. Et le rêve, ce serait qu'il puisse peut-être retrouver les terrains, même dès Saint-Etienne. Donc, on va voir. J'ai pas l'impression qu'il a manqué au Paris Saint-Germain dans ces matchs-là. Est-ce que j'avais l'année dernière. Comment? Comme l'année dernière où il s'est blessé. Ouais, l'année dernière, parce qu'il y avait Mamadou Sakho qui a pu tenir la baraque aussi avec Alex, mais si Silva se blesse pas, comme on dit souvent, le malheur des uns c'est le bonheur des autres. Si Silva se blesse pas, Marquinhos il explose pas comme ça peut-être. Donc on ne saura jamais de toute façon. Comment? On ne saura jamais. Ouais, on ne le saura jamais, mais on peut se douter quand même que si Thiago Silva n'était pas blessé, Laurent Blanc aurait encore aligné Silva à Alex. C'est quand même un faisceau d'indices qui est limite un peu sûr quoi. Si Silva se blesse pas, la défense contre Benfica c'est Silva Alex, la défense contre l'OM c'est Silva Alex. Voilà, donc sa blessure a permis l'explosion de Marquinhos. Et après, il ne faut pas oublier un joueur qu'on oublie trop souvent, c'est Papus Camara qui fait Zoumana Camara qui fait de très belles choses, qui prouve que c'est pas un simple joueur de vestiaire, c'est aussi un très très bon, encore un très bon défenseur qui a eu une belle carrière et ça on oublie trop souvent. Ah oui, moi je suis content de Papus Camara parce que je me souviens dans les conditions qu'il arrive à Paris. C'était à l'issue d'un bras de fer. Bon, à l'époque, on n'avait pas autant d'argent, mais bon, voilà, on avait réussi à l'avoir. Et il était titulaire indiscutable. Bon, après, il a un peu été victime de l'arrivée du Qatar. Mais moi, je suis super fier de ce joueur et il joue un rôle important dans le vestiaire, tu le sens. Et puis, sa relation avec Zlatan Ibrahimovic va être aussi importante, je pense. Zoumana, s'il a prolongé au PSG, c'est parce que c'est un joueur qui est très 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 important dans le vestiaire. Faut pas oublier que Camara, il est passé quand même par l'Inter Milan. Bon après il a pas joué beaucoup, mais il est quand même passé par les plus grands clubs. Il a joué à Marseille. C'est pas n'importe qui, c'est pas un défenseur. Il a quand même été international français, bon une seule fois, mais il a prouvé de belles choses et il est arrivé. Si Leonardo l'a fait prolonger, si Carlo Ancelotti l'a fait prolonger, c'est qu'il y a des raisons. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Lorsque Carlo Ancelotti arrive à la fin de la saison 2011-2012, Camara joue plus que Mamadou Sakho et Diego Lugano quand même. Et ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que
il est arrivé quand même, ça fait quand même quelques années qu'il est au PSG, je crois qu'il est arrivé en 2007. C'est quelqu'un voilà, qui a fait de belles choses avec Paris et qui prouve encore et tous les jours que c'est quelqu'un voilà, qui fait des trucs à l'entraînement, il est toujours sérieux et c'est le meilleur pote d'Ibra, il fait le lien entre Ibra, Maxwell et le reste du vestiaire, il parle italien, il parle anglais, il est français. Moi, Zoumana Camara, je connais plein d'entraîneurs qui rêveraient de l'avoir dans leur vestiaire. Il est passé par tous les phases du club. Ah bah ça, il arrive, je crois qu'il fait une saison énorme en la première saison avec Yepes, je crois qu'il joue même 38 matchs, un truc comme ça. Après il y a Comboiré qui arrive, il le fait un peu moins jouer. Il a connu le PSG qui est, bon après c'est pas non plus le PSG qui est au bord de la relégation, mais il a connu le PSG en difficulté, même s'il y a une Coupe de la Ligue, mais surtout il a connu la transition avec les Qataris. Et attention, hein, c'est-à-dire que passer d'un PSG qui était plutôt moyen au Qatari et se faire apprécier par Leonardo, se faire apprécier par Carlo Ancelotti, se faire apprécier par tout le monde, bravo quoi, faut pas l'oublier quoi, c'est bien. Non, ça on n'oublie pas. Hein. Et moi je suis super content quand je vois qu'on fait appel à lui et qu'il est présent, qu'il a jamais, lui il a jamais dérapé médiatiquement ou quoi que ce soit, on voit qu'il épanouit complètement quoi. Ouais. Et bon, l'autre situation que j'aimerais parler avec toi, c'est celle de Christophe Jallet. Je trouve que, voilà, bon, il a fait une interview il n'y a pas longtemps pour expliquer sa situation. Bon, il a dit simplement qu'il était conscient d'avoir fait une mauvaise début de saison, pardon. Et donc il était prêt à laisser sa place, à tout se passe et tout. Mais quelque part, on parle toujours du mondial. Et c'était quand même un international qui a perdu sa place aujourd'hui. Voilà, donc je sais pas, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Parce que quand même un joueur qui est arrivé sur la pointe des pieds et qui a réussi à l'époque, il était en concurrence avec Marco Serra, c'est ça? Je me souviens. Avec qui? Marco Serra. Ouais, avec Serra, bien sûr. Il a réussi à pousser Serra sur le banc. Là, il a réussi à s'imposer. Au final, il jouait les matchs internationaux. Et là, il s'est fait pousser par le Hollandais. Donc, tu comprends plus rien, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, selon toi? Je pense que, au même titre que Jean-Michel, je pense que Jallet fait partie de cette... je déteste dans le football le terme de clan. J'aime pas ça vraiment. Je trouve que les clans dans le football, ça existe rarement. Très rarement même. Je trouve que c'est normal d'aller voir des Français. Quand on arrive en colonie de vacances, on va toujours voir... je ne sais pas, quand on va à l'étranger pour en vacances, vous allez dans un club ou dans un hôtel, vous allez avoir plus de facilité à sympathiser avec des Français plutôt qu'avec des Italiens, des Brésiliens ou des Japonais. Donc, lorsqu'on évoquait le clan des Français, je pense que ce clan-là existait, mais c'était surtout un clan d'affinité avant de penser à un clan, malsain. Aujourd'hui, Jallet, comme Menez, fait partie de ces joueurs qui a souffert du départ de ses potes, Clément Chanteau, Sylvain Armand, Mamadou Sakho, Momo Sissoko, Mathieu Baudemer. Donc c'est pas perdre 5 joueurs comme ça, surtout des potes, ça a été difficile pour Jallet. Et Christophe Jallet, comme Jérémy Menez, à un certain moment dans la préparation, dans la tête, à l'entraînement, était moins dedans et a fait preuve parfois de manque de professionnalisme mais involontairement il s'est relâché, il avait un petit peu la tête ailleurs, il a vu Van der Wiel revenir et il n'a pas voulu se battre. Je pense que là, Christophe Jallet est en train de bien revenir. Tout à l'heure il va jouer, je pense qu'on peut voir je ne vais pas m'avancer, mais je pense qu'on peut voir un bon Christophe Jallet parce qu'il est revenu avec d'autres intentions et il y a Christophe Jallet qui voilà avec Christophe Jallet un peu plus sérieux, un peu plus reconcentré, ça peut être intéressant pour lui en tout cas. Voilà. Moi j'apprécie le joueur, c'est juste le fait qu'il ne s'est pas centré. Donc ça c'est juste le truc que je peux pas comment dire voir chez lui, mais sinon j'adore sa combativité, j'adore tout quoi. Mais écoute, je laisserai la teneur de tes propos sur le fait que tu
tu penses qu'il ne sait pas centrer. Voilà, tu considères qu'il ne sait pas centrer. Je te laisserai tes propos, voilà. Tiens, je veux dire, centrer le ballon, je veux dire, en quelque sorte, c'est ça que je veux dire. Centrer, ça, je sais qu'il s'est centré au cordon, mais je veux dire, soulever le ballon, c'est surtout ça qu'il ne sait pas faire. Sachant qu'on a trop de tête au club, c'est pour ça que je te dis ça. Écoute, tu as toute raison. Voilà. Moi, j'ai une petite théorie. Florian, essaye de baisser un petit peu ton micro, ou alors de parler un petit peu, comment dire, bouger un petit peu ton micro en fait. Ça te D'accord. Merci. Comme ça, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Mais sinon, tu peux poser ta question, il n'y a pas de... D'accord. Moi, j'ai une théorie concernant Jallet. Souvenez-vous de l'époque de Carlo Ancelotti, où Jallet il jouait souvent, et l'entraîneur italien, il a bien fait comprendre à Laurent Blanc, à leur sélectionneur, qu'il fallait à tout prix le prendre. Et Laurent Blanc, il n'a jamais voulu. Donc, je pense qu'il n'est pas trop fan du joueur, premièrement. Et là, en début de saison, il l'a mis de façon à dire, vous voyez, Carlo Ancelotti, il avait un peu tort. Et de toute façon, son jeu aujourd'hui ne correspond pas à la philosophie qu'a actuellement le club. À savoir que depuis le début de la saison, ils ont la possession. Or, Van der Beek, c'est un joueur de possession. J'ai tout le temps dit qu'au Barça, il se plairait bien parce que le Barça, ils ont la maîtrise du jeu. Et Van der Beek, au niveau attaque, il est plus que Jallet, quoi. Écoute, c'est ton opinion et tes arguments sont recevables. Après, je suis pas dans la tête de Laurent Blanc, je t'avoue. Je pourrais pas te confirmer ton opinion ou pas parce que je suis pas dans sa tête et ça c'est compliqué. Après, je pense que tu as raison sur les tâches offensives. Je pense que Van der Wiel est plus fort. Après, défensivement, je pense que Jallet est plus fort que Van der Wiel. Oui. Donc voilà, écoute, ça se défend ce que tu dis. Voilà. Et autre chose aussi, c'est que pendant tous les mercatos, que ce soit bien l'été ou l'hiver dernier, ou encore on en parle là, de la probable signature de Daniel Alves. Donc ça peut aussi le décourager, comme Rabiot qui a dû certainement entendre qu'un milieu était proche de signer. Donc je sais pas si tu as des infos ou si c'est complètement comment dire, bête ce que je dis, quoi. Mais bon, moi c'est ce que je ressens, quoi. Écoute, c'est pas bête. Après, faut voir. Je pense qu'il n'a pas été découragé. Je pense qu'il n'a pas été découragé par la vie de Van der Wiel. Donc, faut voir, faut attendre un peu. Oui, mais Daniel Alves, c'est autre chose que Van der Wiel, quand même. Faut voir. Il n'est pas encore là, Daniel Alves. Donc, Oui, il sera là. c'est pour ça que je te pose la question. Moi, je pense que Paris se laisse l'été prochain avant de réfléchir à un arrière droit. Je pense que cette saison soit Van der Wiel va éclore et ça va être je pense que Paris pourra peut-être faire confiance à Van der Wiel parce que si Van der Wiel est apprécié par des grands clubs, c'est qu'ils doivent avoir du talent. Faut pas oublier que Van der Wiel fait une Coupe du Monde 2010, je sais pas si vous en rappelez, une Coupe du Monde 2010 de malade. Donc voilà, on va attendre cette saison. Je pense que parler de mercato d'été, surtout de Daniel Alves, 8 mois avant le mercato, c'est encore un peu tôt en fait. Est-ce que tu penses que Daniel Alves, comme on parle de lui, est-ce que tu penses que lui, le projet parisien l'intéresserait? Écoute, l'année dernière, à la veille de PSG Barça, j'ai été interviewé à Barcelone Daniel Alves. Et il m'a dit, sur RMC pour BFM TV, c'était une interview exclusif. Il m'a raconté qu'en gros, il voyait souvent les Brésiliens en sélection, notamment Thiago Silva, que je pense que Lucas était en train d'arriver, si je ne me trompe pas. Et voilà, Thiago Silva, Maxwell, même si il a été appelé qu'une fois, mais qu'il le connaît, il lui parle. Et Alex, j'ai oublié aussi Alex, et il me disait que voilà,
le projet parisien était intéressant. Si dès qu'un joueur dit que le projet parisien est intéressant, dès qu'un joueur dit que le projet est intéressant, c'est qu'il y pense très très fort. D'accord. Après, ce que Paris y pense, c'est autre chose. Et concernant un milieu que Rabiot, sa déclaration, elle est peut-être pas si anodine que ça finalement. Je pense que Rabiot n'a aucune info. Je pense que Rabiot s'imagine des choses qui peuvent être vraies par contre, attention. Et je pense que Rabiot parle surtout en prévision, on va dire, en prévision de, voilà, pour dire au PSG, voilà, si vous recrutez quelqu'un, moi je vais me barrer ou je pense me barrer, c'est tout, quoi. D'accord. Et maintenant, j'ai une petite question concernant l'ancien entraîneur, Carlo Ancelotti. Là, je sais pas si tu as dû voir, puisque c'est toi, je crois, qui a fait l'article hier sur RMC, comme quoi il aurait un nouveau match amical contre le Real de Madrid. C'est le 2 janvier. C'était confirmé. D'accord. Ça a été confirmé officiellement. Ouais. D'accord. On avait donné l'info il y a 4-5 jours et c'était il y a 3 jours je pense, un truc comme ça. Et ça a été confirmé hier par le PSG par communiqué. C'est le 2 janvier à Doha. Et il en reste un autre derrière, c'est ça? Pardon? Il reste un autre match après amical contre le Real, après, c'est ça, dans le cadre de la négociation avec Carlo? Je pense qu'il y avait déjà un match amical qui a eu lieu en Suède. Je pense que ça a été négocié dedans. À voir si celui de Doha. Après, Nasser Al-Khelaifi et Florentino Pérez ont de très très bonnes relations. Donc pourquoi pas fixer un autre match amical l'été prochain, c'est une possibilité. Ouais. D'accord, ouais, c'était ma question. Donc Florian, tu n'as plus de questions, non? Non, pas pour le moment, non. D'accord. Et toi, Nicolas? Oui. Mohamed, j'aimerais bien savoir ce que tu vois aujourd'hui et comment tu vois Laurent Blanc. Comment je vois Laurent Blanc? Que ce soit sur ton antenne, que ce soit sur mon site, que ce soit n'importe où, il n'est pas arrivé dans les meilleures conditions. On va dire qu'il y avait beaucoup de scepticisme à son arrivée, ça c'est vrai. Sur tous les sites parisiens, parce que je passe parfois sur les sites. Sur le mien, qui est parisien.fr. Ouais, je passe souvent sur Paris Team parce que je trouve que sur un site parisien, d'autres le font bien, d'autres le font moins bien. Je trouve que voilà, c'est toujours intéressant de voir. Et moi, je trouve que c'est impressionnant de voir que des gens sont passionnés par un club et relaient toutes les infos. Après, je passe de moins en moins sur les forums parce que j'ai l'impression que parfois il y a quand même voilà, je trouve que le débat est toujours intéressant. C'est pour ça que voilà, on discute ensemble aujourd'hui. Je comprends pas les gens qui sont sur les forums, soit parfois c'est le cas, mais c'est très rare, c'est très très rare, soit insultés ou des conneries comme ça. Je trouve que voilà, ils comprennent pas. Parfois les gens ne comprennent pas le discours. Et moi, je suis toujours étonné et intéressé. Je vais te faire un peu de pub, que ça soit voilà de ton site Paris-Team, de voir une certaine passion, on va dire, incroyable envers son club, à relayer toutes les informations, que ça part de la plus petite information jusqu'à la plus importante. Et voilà, félicitations. Pour parler après, voilà, c'était le moment où je complimentais chaque fois le supporter parisien. Après, pour revenir. Sans oublier tribune-PSG.fr. Comment? Sans oublier tribune-PSG.fr. Ah, toujours. J'oublie personne, moi. J'oublie personne. Et pour revenir sur Laurent Blanc, j'ai vu beaucoup de forums. J'ai vu beaucoup de forums sur les sites, etc., de supporters parisiens, des messages. Il y avait beaucoup de antenne. Souviens-toi dans l'after-foot de ton antenne pendant juillet, ça a été un acharnement. Ah, je pense pas que c'était un acharnement. Comment? Je parle. Ah, par contre, je t'entends mal. Je parle au niveau des auditeurs, je parle pas au niveau des. Ah oui, au niveau des auditeurs. Oui, mais après, comme j'ai dit, voilà, on avait une interview de Jean-Pierre Bernès ces derniers jours sur RMC, et en fait, il disait, Jean-Pierre Bernès, l'agent de Laurent Blanc, disait, je suis surpris que les gens puissent être surpris de son succès. Et en fait, lui ne comprend pas la surprise, alors que moi, je la comprends, parce que regardez, c'est un truc tout bête. Vous passez
du caviar. C'est-à-dire que Carlo Ancelotti, pour beaucoup, c'était une sorte de caviar parce que dans le football, parce que Carlo Ancelotti, c'est un palmarès incroyable, c'est le Milan AC, c'est la Juventus, c'est Parme, c'est des très grands clubs. C'est quand même celui qui a gagné plusieurs Ligues des Champions. Carlo Ancelotti dans le football, c'est une référence. Voilà, aujourd'hui, on peut citer quoi? José Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola. Voilà, c'est quasiment en Italie. Conte n'est pas encore de son envergure, Massimiliano pas du tout, Montella non plus. En Allemagne, à part Guardiola, il y a Jürgen Klopp qui est en train de devenir un très bon entraîneur, mais c'est un très bon entraîneur, mais c'est pas de la hauteur de Carlo Ancelotti. En Espagne, Tata Martino, on n'en parle pas, qui est connu en Amérique du Sud, mais pas en Espagne. Vous vous rendez compte de ce qu'on avait à Paris? C'est-à-dire que, enfin, de ce qu'on avait c'est Carlo Ancelotti, c'est pas n'importe qui. Donc voilà. Après, on a Laurent Blanc qui a entraîné l'équipe de France. Il a reconstruit, il a quand même une tâche incroyable de reconstruire cette équipe de France après une Coupe du Monde et un national était le plus grand drame du sport français pour moi. Voilà. Et après, il a connu du succès avec Bordeaux, mais il a connu 6 mois horribles. Donc on passe du caviar à un entraîneur qui peut devenir, je l'espère pour lui, comme il dit en rigolant, du caviar, mais qui ne l'est pas encore, qui peut le devenir. Et comme le dit Jean-Pierre Barnet, ça peut devenir un top manager européen, c'est pas encore le cas. Donc c'est normal que les gens soient surpris, c'est normal qu'il y ait du scepticisme. Moi j'ai toujours dit, pour Laurent Blanc, laissons-lui du temps, et de toute façon, à la fin, ce sont les résultats qui compteront, qui jugeront de sa réussite ou pas. Il faut lui laisser du temps. Il faut laisser le temps, il faut voir ce qui va se passer à la fin de la saison. Mais je comprends. J'ai toujours compris le scepticisme des supporters parisiens et je trouve ça normal qu'on soit surpris. Voilà. Mais le temps, est-ce qu'il en a? On sait qu'il a signé 2 ans parce qu'en France, c'est interdit de faire des contrats entraîneurs de 1 an. On sait que les dirigeants ont l'idée de faire venir Arsène Wenger, mais est-ce que c'est toujours dans l'air du temps, ça? Wenger vient de te répondre il y a quelques jours, je pense, c'est qu'il veut rester là-bas et il veut continuer à Arsenal. Moi, j'ai cru à la thèse Wenger. Mais après, pour revenir sur Laurent Blanc, la frustration des supporters parisiens, ça vient quelques jours après la négociation avec Capello. Ouais, c'est devenu quelque chose où on a commencé à se dire on passe de Capello à Laurent Blanc. C'est normal que. C'est normal que je parlais de caviar tout à l'heure, celle de Capello, c'est aussi du caviar des coachs. Donc moi je pense que les supporters parisiens étaient sceptiques. Pourquoi? Parce qu'il passait de Capello à Laurent Blanc, et en plus Laurent Blanc, ancien Marseillais, ancien Bordelais, nanani. Donc c'est normal qu'il y avait du scepticisme. Après, le temps, il en a, parce qu'une journée, un championnat, c'est 38 journées. La Ligue des Champions, Paris va se qualifier en 8e de finale, ils vont être premiers, donc sans problème. Donc il va sans doute avoir une petite équipe pour les 8e de finale, donc il aura le choix, le temps de faire de belles choses sur un match aller-retour. Après, ils lui ont pas demandé grand-chose, ils lui ont demandé d'être champion, avec l'effectif qu'il a. Je pense qu'il y a quand même les fortes chances que Paris soit champion. Après, on lui a demandé un quart final de Ligue des Champions, ce qu'a fait Carlo Ancelotti. On ne lui a pas demandé de gagner avec des champions. Hein. Le Paris Saint-Germain n'a pas fixé comme objectif à Laurent Blanc de gagner avec des champions. Voilà. Et gagner une Coupe nationale, non? Je t'avais dit que et de gagner une Coupe nationale, puisque les dirigeants qataris rêvent de gagner la Coupe de France, vraiment. D'accord. Mais c'est vrai que sa situation, il a travaillé en finance, mais il n'a pas travaillé dans les meilleures conditions, parce que le est très très mal géré médiatiquement. Parce que moi, comme je suis expliqué de A à Z, et toi aussi, je pense que tu as dû voir, c'est géré très très mal. Après, tu as la démission de Leonardo, tu as le rata médiatique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? Il est premier avec Monaco, il vient de réussir l'un des exploits, c'est-à-dire de s'imposer à Marseille. Ça reste pour moi encore un exploit de s'imposer à Marseille. Malgré l'équipe qu'on a, je veux dire, dans les conditions qu'on l'a fait.
et il est pratiquement qualifié en Ligue des Champions. Donc c'est quand même malgré qu'on a eu un groupe facile, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est dans de meilleures conditions. Et en plus, il apprend que Wenger repousse encore un peu plus les Qataris, quoi. Écoute, la réponse à tout ça, c'est le temps que va avoir Laurent Blanc. Tout le monde dit qu'il a déjà installé, c'est un sujet d'RMC ces dernières heures, une méthode Laurent Blanc, une patte Laurent Blanc. Moi, je voudrais lui laisser un peu plus de temps et de voir ce que ça va donner. Beaucoup d'experts considèrent que le PSG joue mieux que l'année dernière. Voilà, lui, aujourd'hui, il a des objectifs, à lui de les respecter. Et je pense que s'il les respecte, s'il les respecte vraiment, la position de Wenger, etc., pourra être bousculée. Ou les autres. Mais quelque part, c'est bien d'avoir repris un entraîneur total. Alors ensuite, on va pouvoir comparer, bon, c'est pas comparable, d'accord, mais avec René Girard, avec Montpellier. René Girard, il s'est à Montpellier, il est champion de France. C'est quelque part à peu près la même chose, mais d'une envergure un peu plus importante, moi je trouve. Enfin, René Girard, il est quand même champion avec Montpellier, avec un effectif assez. Il fait à Paris cette année-là, c'est incroyable. Il est champion avec des joueurs avec une équipe de 11 mecs et de 11 mecs qui survolent tout. Mais cette année-là, Paris, pour moi, cette année-là, de ne pas être champion de Paris, c'est une faute professionnelle. Voilà, donc. Bien sûr, t'as le match nul à Auxerre et la défaite à Nice qui ne doit pas avoir lieu. Enfin, si Néné voit Gamero, on n'en parle pas de ça. Hein. Il y a ça, et puis si Sako ne s'est pas expulsé aussi contre Lille, quoi. Après, c'est des faits de jeu, et c'est des faits de jeu d'une saison, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on en fait trop avec Laurent Blanc. Laissons-le travailler, laissons-le faire. On verra, on en parlera déjà en mars ou en avril. On en parlera après le quart de finale, j'espère pour le PSG de Ligue des Champions. Si Laurent Blanc arrive en demi et perd contre le Real 1-0, 0-0 à l'aller au parc et 1-0 au retour, Laurent Blanc sera félicité et on ne dira pas voilà, Laurent Blanc a fait une saison. Si Laurent Blanc gagne la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France et est champion, ce sera un très bon bilan pour lui. C'est quelque chose de plus que Carlo, en fait. Quelque chose de plus que Carlo. Carlo, il n'a pas été champion sa première saison, donc on va voir ce que va faire Laurent Blanc sa première saison. Il a fait le minimum syndical. Il a fait le minimum syndical, oui, ce qu'on lui avait demandé minimum, voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Je pense que pour aujourd'hui, ça va être terminé. Tu pourras dire bonjour aussi à Alexandre Jacquin, qui est déjà passé sur une autre web radio avec moi, justement. Il travaille avec toi, Alexandre Jacquin ? Ouais, on était au foot ensemble ce matin. Donc voilà, donc je le fais exprès. Je le remercie, je le vois au Parc des Princes tout à l'heure. Et il va repasser sur ma web radio, sur www.ovilumière-sitradio.fr. Donc je le remercie aussi encore une fois, ainsi que Brahim Asloum et Pierrick Ten. D'accord, ok. Voilà, je crois qu'ils travaillent aussi avec toi, enfin ils sont dans le même... Ouais, d'accord. Et à noter aussi que lundi, on aura François Pinet, donc de iTélé, à partir de 17h. Voilà. Et toi, je tenais aussi... Bravo pour cette belle organisation et cette antenne qui est bien gérée. Merci beaucoup. Mais en tout cas, je tenais à te remercier encore une fois d'avoir participé à cette émission, Mohamed. C'est très gentil de ta part. Et ton pronostic pour cet après-midi, pour l'équipe, un bon 3-1 ou 4-1 pour Paris. D'accord. Et on n'a pas parlé de Marseille, c'est vrai, Marseille, toi tu les vois finir combien cette saison ? Je les vois bien finir troisième et je pense qu'ils vont se reprendre et réagir, mais là ça commence à être assez inquiétant. Mais juste entre parenthèses, ça m'a fait plaisir hier de voir enfin une équipe qui tombe sur un gardien qui fait que des miracles.
Ouais, mais après ça, faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Ça arrive toujours à Paris et Marseille. Ça arrive pas qu'à Paris. C'est Ospina, Ochoa qui le fait au Parc. Il a fait la même chose avec l'OM à Ajaccio quand l'OM gagne 1-0 difficilement. Ospina, il fait toujours, Ospina, il tue toujours l'OM. Voilà. Paris, quand on joue Paris et Marseille, c'est le match de l'année, c'est le match de la saison, c'est le match où un gardien se donne. Il n'y a pas que Paris dans ce cas-là. Et après, il faut dire que le but qu'ils ont pris hier, hein, il est quand même assez violent quand même. Le bois, mais après le placement défensif de certains joueurs marseillais est à revoir un petit peu. On va reprendre des leçons de football à Marseille ces derniers jours, là, je pense. D'accord. Bon, en tout cas, on leur souhaite. Après, la seule différence, c'est que Paris a un truc que Marseille n'a pas, c'est la chance au tirage de coupe. En tout cas, on leur souhaite quand même une bonne saison hein, aux Marseillais. Je sais qu'il y a une rivalité incroyable entre Paris et Marseille. Cette rivalité est toujours intéressante parce que ça fait plaisir d'avoir. Voilà, c'est un foot 3-7-6, c'est pas beau, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que plus il y a de concurrence, mieux c'est. Un PSG-OM où il y a 4-0 pour Paris, où il y a 4-0 pour Marseille, on n'est pas là pour regarder ça. Nous, ce qu'on veut, c'est deux équipes compétitives. Aujourd'hui, Paris a pris un tournant, a pris un virage sur ça, en espérant que l'OM redevienne compétitif pour voir de beaux matchs entre Paris et Marseille. Parce que je pense que les Parisiens préfèrent vaincre l'OM et battre l'OM sur un beau match avec du jeu et des joueurs en face plutôt que Brahim est un doublé et que Jérémy Morel est au pied d'un peu la petite Cavani. Voilà. D'accord. Bah écoute, je te remercie encore, Mohamed, d'être passé sur Radio. Je vous souhaite une excellente journée et surtout un bon week-end. Merci beaucoup. Et un bon courage pour la web radio. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et à noter aussi que je vous remercie aussi, Florian et Nicolas, Nicolas et nous. Je vous remercie aussi d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous en referez des autres avec certains invités. Il y a Brahim Asloum, Pierre Ipten, François Pinet, Eric Carrière, et puis des joueurs de foot, des anciens joueurs de foot. Donc merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Voilà. Ouais, merci, c'est génial ce que tu fais. Et j'ai oublié de dire... Rien qu'à dire comme ça, tu vois, on a appris quelques informations. Oui, c'est bien pour ton site aussi, hein. Comme ça tu peux relayer aussi les infos qu'on a eues. Et franchement, et j'ai oublié de lui dire, j'ai enregistré l'émission, donc je vais le rappeler après vite fait. Et je vais lui demander si on peut les partager sur nos pages Facebook. Hein, justement, j'allais te dire, ce serait bien de faire un petit podcast parce qu'il y a des fois on n'est pas disponible. Comme tu vois, normalement. Voilà, ouais. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas toujours simple de suivre parce que c'est super intéressant. Hein. J'ai vu que tu avais Renal Pedro, tout ça. Moi, je suis le premier à te mettre en avant sur le travail que tu fais. Et le but, c'est qu'il faut qu'on ait les sources. Si on n'a pas les sources, on ne peut pas avancer. Ouais, je te parviens ça. Là, hier, on a eu Alicia. Elle aime pas trop le football, hein, mais bon, elle a parlé un petit peu de foot quand même. Il y a Alicia Fall, donc elle est présentatrice des météos de iTélé. Donc si tu veux, je te donnerai ceci. Et je vais remettre un petit peu de musique. Donc merci d'avoir participé à cette émission. Hein, et à très bientôt sur Radio Ville Lumière. Voilà, on n'est plus en direct déjà. C'est super, c'est fatiguant. Franchement, je suis content. Je pensais qu'il allait pas. Ça y est, on n'est plus en direct, hein, Florent. Tu peux parler aussi. Hein, ok, nickel. Franchement, bon boulot, gars. Ça fait plaisir de parler avec des